Bonjour et bienvenue à cette présentation de M. Yves de Terlin. Yves, c'est une personne que je connais depuis de nombreuses années, qui est un Français qui habite à New York depuis des temps immémoriaux, mais qui a conservé son accent français et qui va être en mesure de discuter avec vous de l'ouverture d'un compte marchand Visa, Mastercard, American Express, Discover aux États-Unis. Alors Yves, je vous cède la parole. Oui, bonjour Vincent, merci pour cette interview. Alors, effectivement, je pensais aux États-Unis depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans différents secteurs, à commencer dans les spiritueux, ensuite dans la téléphonie et après dans les packaging de cosmétiques, finalement être dans les cartes de crédit depuis une quinzaine d'années. Alors, les cartes de crédit, c'est dans le fil donc de mes différentes expériences, c'est assez proche de la téléphonie. C'est un secteur donc technologique qui évolue constamment et j'utilise souvent d'ailleurs des similarités entre les deux pour expliquer le fonctionnement du système des cartes de crédit qui est plus, je trouve, complexe que la téléphonie. Alors, si vous voulez bien, on va aborder le vif du sujet parce que votre présentation se découpe en 4 parties. Et pour ceux qui ont le bénéfice de vous entendre aujourd'hui, cette présentation sera mise en ligne sur YouTube et d'autres plateformes. Mais il y aura aussi une présentation PowerPoint qui va être disponible et téléchargeable là où la vidéo sera diffusée. Alors, comme ça, si vous manquez un petit bout, vous aurez au moins le support écrit. Alors, Yves, concernant l'industrie des paiements par carte de crédit aux États-Unis, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un peu qui sont les acteurs principaux. Alors, les acteurs principaux sont les organismes de cartes de crédit Visa, Master, Amex. Est-ce que Discover aussi en fait partie? Oui, effectivement, Discover fait partie avec Amex. Voilà. Il y a évidemment les banques, plusieurs banques qui interviennent. Et il y a forcément le consommateur avec sa carte. Et puis le merchant qui va encaisser les cartes. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que les émetteurs de cartes sont les banques ou exclusivement les banques ou il y a aussi des émetteurs privés? Ce sont des organismes qui sont... les émetteurs sont des organismes qui sont agréés par Visa Master, de manière générale. Ce sont en général des banques, effectivement, les banques émettrices. Donc, le consommateur va choisir parmi ces providers, on va dire, la banque qui va lui faire une promotion. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut penser que Bank of America pourra émettre des cartes de type Visa et ou Mastercard? Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Et vous allez recevoir une publicité de votre banque qui va vous suggérer telle ou telle carte, tout simplement. OK. L'acquéreur est une banque qui est liée au PSP. Chaque PSP a une banque attachée à lui. Un PSP, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est le prestataire, le PSP, le prestataire de paiement. Voilà. Okay. La définition du PSP. En anglais, ici, chez nous, on dit le processeur. OK. Le processeur de paiement. OK. Voilà. Et donc, la banque acquéreur. Quand vous dites la banque acquéreur, elle acquiert quoi? L'argent du consommateur? Tout à fait. Donc, ce qu'on appelle en anglais l'acquiring bank. OK. Et donc, elle va en fait prêter les fonds au merchant. Parce que le merchant, il va recevoir ses fonds dans les 24-48 heures.
Seulement, le possesseur de la carte va payer sa carte dans on ne sait pas à combien de temps. Vous voulez dire le possesseur, vous voulez dire sans doute le consommateur. Le consommateur, voilà. Donc, entre les deux, il y a un organisme qui avance les fonds. OK. Donc, c'est d'où la difficulté, je dirais, du secteur, parce que c'est une ligne de crédit, en fait, qui est proposée au magasin ou enfin au merchant. Merchant étant donc toute entité qui accepte des cartes de crédit. Et il y a donc au milieu de ça, donc il y a les organismes Visa, Master, etc., tous les organismes de cartes de crédit qui vont faire circuler les fonds en fait entre l'acquireur et la banque émettrice des cartes de crédit, qui elle va payer l'acquéreur et qui va envoyer aussi également une facture donc à son client qui a le porteur de la carte. Et ensuite, est-ce qu'il y a, on entend parler aussi de l'interchange, ou interchange. Alors, en quoi ça consiste? Les coûts des cartes de crédit, chaque carte a son coût. Chaque carte a son nom et a son coût. Donc, ces coûts sont déterminés par Visa Master. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'interchange. Donnez-nous un exemple. Alors, je fais un achat de $100 avec ma carte Visa. Voilà, mettons que le coût, on va dire le taux global, peut-être par exemple 2,75. Alors, pour le marchand, la ponction qui sera faite sur le prix de vente de $100 sera de 2,75 $. Et donc, 85% de ces coûts sont réservés à la banque émettrice. Et le reste, donc les 15%, vont être partagés entre les organismes de cartes de crédit, Visa, Master, etc., le processeur et le courtier lié au processeur. Ah, donc, la banque garde 85%, tout à fait. 2,75 $. Voilà, tout à fait, la banque émettrice. Okay. Il fait que donc Navidor est un courtier. Navidor, ça, c'est la société pour laquelle vous travaillez. Voilà, tout à fait. Donc, un courtier qui travaille avec des processeurs. Et donc, nous, notre partie, elle est dans ces 15%. Donc, les marges sont effectivement, dans notre profession, très faibles. Très faibles. Donc, les marges sont faibles. De l'autre côté, ça peut être intéressant au niveau du volume. Oui, parce que, enfin, comme effectivement, le volume des cartes de crédit aux États-Unis a quand même augmenté de façon significative, notamment avec le Covid. Donc, on pourrait dire à cause de la COVID ou grâce à la COVID. Oui, voilà. Il fait qu'en fait, donc, nous devons quand même trouver des volumes significatifs pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment une question de volume aux États-Unis. Alors donc, je regarde en même temps votre présentation qui est très bien faite. Alors, au niveau de, exemple, le pourcentage de 2,75 %, qui fixe ça et de quelle façon c'est fixé? Donc, encore une fois, il y a la partie interchange et qui est déterminée par Visa Master. Donc, c'est vraiment la partie Visa Master, l'interchange lié à vraiment la partie Visa Master, etc. C'est cette partie-là, tous les processeurs, si vous voulez, le processeur n'a rien à voir avec l'interchange, puisque ça vient de Visa Master. Donc, l'interchange sera le même pour tous les processeurs. Si vous faites appel à un processeur, plutôt ses représentants, quel que soit le cas de figure, l'interchange passera le même pour nous tous. OK, mais si, par exemple, le taux est de 2, c'est pas fixe le taux de 2,75 %. Quelqu'un qui a un plus gros volume ou qui est dans une industrie plus risquée
va payer peut-être un pourcentage plus élevé. Oui, mais encore une fois, il y a encore une fois 85% qui va... À la banque. Voilà, donc ça, on ne peut pas y toucher. La marge de manœuvre, c'est dans les 15%. L'entrepreneur qui veut bénéficier, justement, avoir un compte marchand, il va vouloir payer le taux le plus faible. Est-ce qu'il y a un taux minimum qui peut être exigé à cause, justement, de la pression des banques et tout? Parce qu'on dit 85%, mais 85% de 2,75% ou 85% de 2,50%. Alors, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour la négociation? Est-ce qu'il y a justement une négociation? Il y a effectivement une négociation. Il est bien évident qu'un compte qui va faire, mettons, qui va générer 10 millions de dollars ne sera pas le même qu'un compte une start-up qui fait 500 000. Donc, oui, il y a une négociation, mais elle est dans ces 15%. Okay. Mais sur le volume, ça devient pas nécessairement négligeable. Moi, encore récemment, la semaine dernière, là, j'ai audité un compte où on trouve à peu près 20 000 dollars d'économie annuelle. Quand même. Donc, c'est pas neutre. Et ce sont des économies nettes d'impôts, évidemment. C'est drôle que vous disiez ça parce qu'il y a plusieurs années, Corpomax était avec un compte marchand, avec un fournisseur de compte marchand, et je m'étais dit, il faudrait que j'aille voir ailleurs pour voir si les taux peuvent être non plus faibles. Et en fin de compte, on a décidé d'aller avec une filiale de Costco, qui est pour les gens qui n'habitent pas aux États-Unis. Costco, c'est un magasin à grande surface et qui vend en masse, des gros volumes. Mais ils ont aussi une série de filiales et il y a une filiale qui s'appelle Elavon. Et en fin de compte, on avait contacté Elavon et on sauvait quelque chose comme 6 à 8 000 $ par année de frais juste en changeant de fournisseur de compte marchand. Alors, je peux comprendre que dans certains cas, les économies sont beaucoup plus grandes encore, là. Oui, donc, alors bon, Navideur est quand même bien positionné au niveau des coûts. Encore une fois, nous sommes un agent qui travaille avec plusieurs processeurs. Nous ne sommes pas liés à un seul processeur. C'est une bonne chose pour l'entrepreneur qui veut avoir le meilleur prix possible ou payer le moins cher possible. Oui, exactement, parce que si nous étions liés à un seul processeur, comme ce qu'on appelle les ISO, c'est Independent Cell Organization, comme il y en a un que je connais bien, par exemple, c'est Card Connect, avec qui nous travaillons, qui représente First Data. L'ISO, il va être obligé d'assurer un certain volume de vente pour pouvoir négocier ses coûts auprès de First Data, des processeurs First Data. First Data, oui, ça me dit quelque chose, ouais. Voilà, qui s'appelle Fiserv aujourd'hui, ils ont changé de nom. Tout ça, c'est une question de volume, mais donc nous travaillons avec des ISO, okay, et nous allons forcément au plus offrant au point de vue, j'insiste bien, au point de vue coût et service. Parce que si le service, le support n'est pas là, ça aura des conséquences d'abord au niveau des coûts, mais en plus au niveau je dirais de la fonctionnalité, ça c'est encore un autre volet, mais du service. Hein. C'est important, c'est lié à la sécurité, tout ça, il ne faut pas négliger cette partie-là. Le service est extrêmement important, le support. Alors, quels sont les facteurs qui affectent justement les coûts? Alors, les facteurs qui affectent les coûts sont le type d'activité de l'entreprise. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui vend des bas culottes va peut-être payer un taux moins élevé que celui qui est dans le commerce du 3X des vidéos Internet. Oui, c'est exactement. Il y a certains secteurs qui sont considérés comme high risk. Et il y a certains secteurs, d'ailleurs, que les processeurs boudent. Voilà. Il est bien évident que
on parle de 3X, la pornographie, les processeurs n'en veulent pas. On vous dit ça, mais pourtant, il semble que c'est une industrie florissante et les gens continuent de payer par carte de crédit. Alors, peut-être qu'il y a certains processeurs high risk qui vont accepter ce genre d'activité, mais voilà. En général, la réponse c'est non. Ouais. Mais je devine qu'il y en a qui sont spécialisés dans le haut risque en exigeant un pourcentage beaucoup plus élevé que 2,75 Oui, et oui. surtout en exigeant aussi des garanties. Exactement. Alors, ils peuvent exiger des réserves. Des réserves, OK. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont leur demander de mettre, par exemple, 10% des encaissements sur un compte séparé où personne n'a accès. Alors, les réserves se négocient. Nous, on essaie d'éviter les réserves le maximum. Parfois, on n'a pas le choix. Mais les réserves sont renégociées également, en général, au bout d'un an. Donc, c'est du service continu. Pour revenir encore une fois au service, c'est important, comme je le disais tout à l'heure, en termes de coût, service, pour revenir là-dessus, parce que il peut arriver que les processeurs augmentent les tarifs à l'issue de tout le monde. Et nous, on a un œil là-dessus. OK. Et on regarde, on s'assure que les coûts ne sont pas augmentés comme ça. Sans que ça paraisse pour l'entrepreneur, là. Absolument, absolument. Donc, ça fait partie du service continu. Hein. Et donc, et donc également les réserves. On renégocie les réserves pour éviter, pour les faire éliminer dès qu'on peut. Pour revenir à votre question initiale, donc les facteurs, donc l'activité de la société, la manière dont les cartes sont encaissées, est-ce qu'il s'agit de cartes présentes ou non présentes? Ah oui, c'est ça. Si le consommateur va chez le marchand avec sa carte en plastique ou s'il fait un achat sur Internet, c'est pas le même niveau de risque aussi, là. Exactement. Il y a beaucoup plus de risques sur un site Internet. Alors, quels sont les risques? Le risque, en fait, c'est ce qu'on appelle les chargebacks. C'est-à-dire les disputes de quelqu'un qui aurait acheté quelque chose sur un site Internet et puis après, qui va disputer l'achat. Et ça, cette dispute, elle peut avoir lieu très longtemps après. Il y a quand même un délai maximal. Je pense pas que quelqu'un peut faire une réclamation 8 mois plus tard, là. Si. Wow. Ouais. Ça, c'est très long, en fait. Donc ça, c'est un problème. Alors, vous allez me dire, sur quelle base il peut discuter un achat? Ben, ça peut être une carte volée, par exemple. Et le propriétaire de la carte, lui va dire, moi, j'ai jamais été sur ce site Internet ou j'ai jamais été dans ce magasin pour acheter quelque chose. Ça je suis d'accord, mais s'il se plaît 8 mois après l'achat, qu'est-ce que la société de carte de crédit va lui fournir comme réponse et est-ce qu'ils vont lui demander pourquoi avez-vous attendu 8 mois pour vous plaindre? C'est plus une question, je dirais, de service offert à la personne qui a la carte qu'autre chose. Hein. Donc, en fin de compte, au bout de la ligne, c'est toujours le marchand qui se trouve à payer. Alors, pas toujours, parce que si le marchand qui se défend, qui a la possibilité de défendre son point de vue. Point de vue, il peut gagner une dispute. Alors, ce qui est important, c'est de réagir tout de suite, bien sûr. Il y a des formulaires à remplir, il faut pas perdre de temps. Et puis, il faut apporter le plus de preuves possible. Mais c'est vrai qu'il arrive assez souvent que le merchant perde. Et là, je regarde toujours votre présentation, c'est pour ça que je regarde de côté. Et vous dites, les conditions d'obtention d'un compte marchand. Alors, justement, parlons-en des conditions d'obtention d'un compte marchand. Tout ça, c'est encore une fois lié au risque. C'est-à-dire les conditions. Alors, les conditions d'obtention, c'est un credit officer mandaté par l'acquéreur hein, qui va traiter le dossier. Et lié au risque, c'est-à-dire
est-ce que les cartes sont présentes? Est-ce que, alors bien sûr, il faut être incorporé aux États-Unis. La société doit être incorporée aux États-Unis et Ça, c'est important là. Alors, ça veut dire qu'une société française qui voudrait ouvrir un compte marchand aux États-Unis, ça serait presque impossible. non, c'est pas impossible. Il faut tout simplement passer par exemple, Vincent, pour incorporer Mais c'est une ça, mais ce que société. je veux dire par là, c'est que ça prend obligatoirement une société américaine. Il faut une société américaine, oui, absolument, et un compte bancaire américain. Est-ce que ça fonctionne avec les néobanques? Est-ce que ça fonctionne avec, vous savez, on voit ça de plus en plus, toutes sortes de pseudo-néobanques sur Internet qui offrent des comptes en dollars US ou qui sont connectés à de réelles banques américaines. Je pense entre autres à Relais, relayfi.com, qui est connecté à une réelle banque américaine qui s'appelle Evolve Bank and Trust. Est-ce que à ce moment-là, ça serait possible pour un entrepreneur de connecter, de brancher son compte marchand avec cette banque en ligne? Alors, c'est un petit peu un piège, merci Vincent. Involontaire. C'est un peu du cas par cas. Je connais pas toutes les. Je sais qu'il y a certaines banques online qui fonctionnent. Ça demande vérification. Je les connais pas toutes. Des fois, effectivement, on tombe sur des banques qui sont pas acceptées, mais c'est rare. C'est rare. Et la banque qui accepte les fonds, nous, on n'est pas du tout lié à ça. Le processeur n'est pas lié à ça. Le client peut choisir sa banque. C'est complètement indépendant. Oui, parce qu'en fin de compte, pour le processeur, la banque du client, ce n'est qu'un récipient. Exactement. C'est un récipient, c'est tout. Mais il arrive dans certains cas qu'il n'accepte pas un type de banque. Alors donc, on dit, premièrement, ça prend une société américaine. Deuxièmement, ça prend un compte bancaire dans une banque américaine. Ça prend aussi un numéro fiscal aux États-Unis. Alors, le yen, bien sûr, il faut un EIN, mais à partir du moment où vous êtes incorporé aux États-Unis, vous avez un EIN. Donc, alors, le EIN, ça veut dire Employer Identification Number. C'est un numéro qui est émis par l'organe fiscal américain, le IRS, qui veut dire Internal Revenue Service. Et de toute façon, sans ce numéro, l'entrepreneur n'aurait même pas pu ouvrir son compte de banque aux États-Unis. Voilà, exactement. Alors, il faut également, pour encaisser les cartes de crédit, ça c'est un supplément, il faut que le signataire ait un numéro de sécurité sociale américain. OK, alors donc vous voulez dire, c'est pas nécessairement le président de la corporation ou de la LLC, tant et aussi longtemps qu'il y a une des personnes, peut-être sur le conseil d'administration, qui possède un numéro de sécurité sociale américain qui s'appelle SSN. Sans ça, est-ce qu'on peut dire que sans ça, c'est impossible? Non, justement non, parce que nous avons des solutions pour ça. Donc vous avez une solution, vous avez des solutions pour exemple les étrangers qui créent des sociétés aux États-Unis et qui veulent obtenir un compte marchand aux États-Unis. Alors ça, c'est intéressant, ça, quand même. Oui, c'est effectivement, c'est pour ça que je travaille avec pas mal de sociétés étrangères basées en Europe ou ailleurs, d'ailleurs, parce que il y a cette problématique qui n'est pas traitée en général par les principaux acteurs qui ne veulent pas, je dirais, que passer du temps à résoudre ce genre de situation, parce que ça prend du temps. Okay. Ah oui, parce que c'est normal, les gens n'habitent pas aux États-Unis, ne savent pas c'est quoi un numéro EIN, ne savent pas, c'est pas leur pays, alors c'est pour ça. Mais c'est quand même un créneau intéressant pour des sociétés comme la vôtre, justement, pour aider. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme Corpomax. Ça veut dire, quand j'ai immigré aux États-Unis il y a 24 ans, j'ai lancé Corpomax 2 ans plus tard et j'avais déjà 150 compétiteurs au Delaware. On crée dans les 50 États maintenant, mais au début, c'était uniquement au Delaware. Et il y a 150 compétiteurs qui parlaient beaucoup mieux anglais que moi et qui continuent de parler beaucoup mieux anglais que moi. Il n'y en a aucun qui parle français comme moi. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un créneau
que Corpomax a adopté, c'est d'offrir ses services en langue anglaise, bien sûr, mais aussi et beaucoup en langue française. Alors, je devine que vous aussi, vous agissez comme facilitateur aussi envers ces entrepreneurs étrangers qui créent des sociétés aux États-Unis, qui veulent aborder le marché américain, mais qui n'ont pas nécessairement là, les connaissances requises pour pouvoir arriver à leur fin. Oui, tout à fait. C'est souvent une surprise parce qu'ils ne pensent pas, en fait, qu'ils sont dans leur modèle, si vous voulez, local, ce qui est logique. Hein. Oui. Ils ne savent pas, tout d'un coup, ils ne savent pas qu'ils vont avoir besoin d'un signataire avec un numéro de sécu. Et donc là, ils se retrouvent coincés. Or, les cartes de crédit, les encaissements de cartes de crédit, c'est vraiment stratégique. Évidemment, pour toute société qui veut encaisser des paiements aux États-Unis. Donc, il faut absolument pallier à ça. Et donc, alors, on a parlé de le yen, il y a aussi le TIN number, qui est, je dirais, un peu comme un numéro de sécurité sociale américain. Alors, le numéro ITIN, ça veut dire Individual Tax Identification Number. C'est un numéro fiscal qui est émis par le Internal Revenue Service, le IRS, aux étrangers qui ont généralement des obligations fiscales sur le sol américain. Alors, par exemple, vous avez un résident français qui a une somme d'argent placée dans une banque américaine à titre personnel, ça lui rapporte des intérêts et à la fin de l'année, il doit déclarer ses intérêts auprès des autorités fiscales américaines. Alors, il doit produire une déclaration de revenus. Alors, donc, à ce moment-là, le IRS va traiter une déclaration de revenus à condition que le taxpayer, donc le contribuable, soit identifié numériquement, donc avec un numéro, et ce numéro est émis par le IRS. Alors, il faut faire la distinction entre le ITIN, donc numéro fiscal émis par le IRS en faveur des étrangers, le SSN, donc Social Security Number, qui est émis par la Social Security Administration, SSA ou SSA, mais qui sert aussi à des fins fiscales. Et finalement, le numéro EIN, Employer Identification Number, qui sert à identifier une entreprise aux États-Unis et qui est fourni aussi qui est émis, je devrais dire, par le IRS. Le ITIN aide également pour pouvoir être approuvé. Il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en ligne de compte, mais dans le cas où le signataire n'a pas de numéro de sécurité sociale, donc soit il y a quelqu'un, par exemple, sur place qui en a un, qui peut être signataire, adossé donc au propriétaire de la société, ou alors il n'y a pas de signataire du tout, et encore une fois, nous avons des options dans ce cas-là également. C'est intéressant la question du numéro ITIN, parce que, et ça je le dis à mes clients étrangers depuis des années, c'est que le ITIN est un numéro purement fiscal, émis par le IRS pour des fins de production de déclaration de revenus, mais le système financier américain l'utilise pour fin d'identification de son porteur. Okay. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la longueur du numéro ITIN est exactement similaire à celle du numéro SSN. Alors, c'est un numéro, comme j'ai moi, 4, 5, 6, de 9 chiffres, le SSN, 9. Et le ITIN aussi. Alors, donc, les banques, les intervenants financiers, si vous avez soit un SSN ou soit un ITIN, ce n'est pas toujours le cas, mais si vous avez l'un ou l'autre, souvent, c'est... en tout cas, le SSN, c'est la clé pour entrer dans la caverne d'Alibaba, mais le ITIN est souvent associé au SSN parmi les intervenants financiers et, comme vous dites, ça peut aider. On va aussi demander des informations financières sur la société.
tout ce qui est partie financière, profit and loss, etc. Hein, Mais si la société commence, Yves, alors si la société est toute nouvelle, disons que c'est une filiale d'un grand groupe français ou belge ou luxembourgeois ou suisse, la corporation américaine n'a aucun passé sur le sol américain. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous demandez des informations financières de la maison mère? Oui, tout à fait. Et on nous demande là récemment, j'ai remarqué qu'on nous demandait de plus en plus de cross corporation letter pour montrer que les deux sont bien liés financièrement et que dans le cas de c'est nécessaire, la société mère financièrement est garanteur de la société américaine, OK. qui est une start-up, tout simplement. Voilà. Donc dans les secteurs, encore une fois, à difficulté pour être approuvé, il y a par exemple tout ce qui est tour opérateur. Voilà, qui sont des secteurs que les processeurs n'aiment pas trop parce que pour eux, ils y voient un risque important. OK. Donc voilà, et moi j'ai réussi à en approuver plusieurs et même d'ailleurs à permettre à certains de diminuer leurs réserves de façon significative. Alors, pendant que j'y pense, la rémunération de Navidor, est-ce que c'est l'entrepreneur qui vous la verse? De quelle façon réussissez-vous à vivre ou à survivre? Nous sommes encore une fois des agents commerciaux, des processeurs, donc nous sommes rémunérés par les processeurs. OK, d'accord. Donc, l'entrepreneur, lui, dans le fond, votre rémunération découle du 2,75 $. 15% des 2,75 €. C'est un peu, d'ailleurs, à ce propos-là, c'est intéressant parce que c'est un concept que souvent on a du mal à accepter quand on vient de l'étranger, mais j'ai eu la même situation dans la téléphonie. Je revendais donc l'opérateur local à New York, Verizon, moins cher que Verizon en direct. Pourquoi ? Parce que nous, on a une force de vente, si vous voulez, extériorisée, qui coûte donc moins cher à l'opérateur. Et donc, ça leur permet de faire des économies d'échelle et de vendre moins cher par notre intermédiaire, tout simplement. C'est un concept qu'on a du mal à comprendre de l'extérieur. On se dit, plus il y a d'intermédiaires, plus on paye. Eh bien, non, pas forcément. Alors donc, obtenir un compte Merchant Account à partir de l'Europe. Alors là, à ce moment-là, c'est une autre possibilité. Alors, on a la possibilité d'ouvrir un compte marchand pour une société américaine, même si elle est dirigée ou détenue par des étrangers. Et là, je vois dans votre présentation, obtenir un merchant account, donc un compte marchand, à partir de l'Europe. Et je vois certaines conditions comme avoir une société domiciliée en Europe, accepter les cartes bancaires à distance. Alors à ce moment-là, donc c'est possible ça aussi. Alors, ça, c'est dans le cas où la société ne serait pas incorporée aux États-Unis, n'aurait pas de compte bancaire, pour quelle que soit la raison, on ne pourrait pas le faire. À ce moment-là, oui, nous avons l'option, à partir du moment où la société est incorporée en Europe, de pouvoir ouvrir un compte merchant pour les cartes non présentes, je précise bien. C'est-à-dire les sites internet ou les activités de grossistes seulement. Donc, nous passons par des processeurs européens. C'est vraiment le cas extrême parce qu'il faut bien penser que les banques américaines, donc émettrices, qui vont voir que la transaction vient de l'étranger, vient des processeurs étrangers, eux, ils vont penser risque. Donc, ils vont bloquer beaucoup plus de transactions que si le processeur était américain. Donc, c'est quand même un cas, vraiment le cas où on ne peut vraiment rien faire, on n'a vraiment aucune autre option de passer par un processeur européen. À ce propos-là, puisqu'on est dans le sujet, je voudrais préciser qu'il y a des processeurs européens, je ne citerai pas de nom, mais qui vous vendent leurs services comme des processeurs, une solution globale. Il n'y a pas de solution globale. Le processeur européen, il est processeur européen, pas de processeur américain. Donc, ils vous vendent ça
présentation marketing en vous disant on est le seul point de contact, etc. Ça n'est pas vrai. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau parce que, en fait, le processeur américain, il est préférable de passer par un processeur américain, donc un processeur local. Voilà. Maintenant, bon, les processeurs européens peuvent avoir des accords avec des processeurs américains, c'est tout à fait possible. Ou alors, un processeur européen peut également avoir une activité de processeur américain, mais j'en connais pas beaucoup. Donc, il faut penser à ça. Il faut privilégier un processeur américain quand on est sur le secteur américain, sur le marché américain. Maintenant, si on parlait un peu de la partie moins drôle, c'est justement la notion de risque, de sécurité et ce qu'on appelle les chargebacks. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Je devine qu'il y a des domaines où c'est presque impossible d'obtenir un compte marchand. Parce que dans le domaine de la porno, on sait qu'il y a des fournisseurs spécialisés avec des hauts pourcentages, des retenues, et non seulement ça, mais non seulement des hauts pourcentages et des retenues, mais aussi un délai beaucoup plus long pour verser l'argent. Alors, je pense, pour ça, nous, enfin, en tout cas, navigateurs, nous, on touche pas à ces secteurs-là. Quand le processeur nous dit, on fait pas, nous, voilà, on cherche pas voilà, on cherche un secteur qu'on ne fera pas. Voilà, tout simplement. Quant le temps pour avoir les fonds, ça, nous, c'est pas un problème parce que les processeurs avec qui nous travaillons, c'est plutôt standard, c'est entre 24 et 48 heures. Donc ça c'est pas un critère, si vous voulez, en termes de sécurité. En termes de sécurité, c'est vraiment pour les chargebacks, c'est vraiment la façon dont vous processez les cartes. En fait, les protections que vous prenez, on parle par exemple du 3D Secure, qui est développé en Europe, moins ici, mais ça commence à changer. Donc le 3D Secure, on commence maintenant à avoir des possibilités pour le mettre en place. Donc ça, c'est un volet qui est important. Il y a ce qu'on appelle PCI compliance. Les organismes de carte de crédit ont considéré qu'il fallait mettre la sécurité sur le marchand, puisque c'est lui qui processe les cartes, il doit faire attention à la manière dont il les processe. Voilà. Donc, il doit prendre certaines précautions, comme par exemple, quand les cartes ne sont pas présentes, c'est là où il y a le plus gros risque. Bah, si vous prenez une commande par téléphone, vous êtes avec un terminal virtuel, vous êtes un grossiste, vous marquez tout sur un papier, vous laissez traîner le papier sur le bureau, des choses comme ça, il ne faut pas le faire. Alors, on a des services qui sont maintenant en place, on appelle ça le Payment Link, par exemple, qui permet à un grossiste de prendre une commande, il va envoyer un email avec un lien de paiement à son client, et donc c'est le client qui va cliquer sur une page de paiement et sécurisée et qui va payer. Donc là, la sécurité elle n'est pas chez le marchand. Donc c'est le meilleur système actuellement pour se protéger. Au niveau des cartes présentes, de toute façon, il y a maintenant le système qui permet d'encrypter les données. Donc la carte est protégée dans le terminal. Voilà. Il ne faut pas utiliser des terminaux évidemment qui ne sont pas encryptés. Aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment. Enfin, en tout cas, on n'en propose plus. S'il y en a encore en circulation, c'est rare. De plus en plus aussi, les gens utilisent des moyens de paiement comme Apple Pay ou Samsung Pay. Et ça est-ce que... Parce que dans le fond, on sait que le niveau de sécurité offert par ces applications est plus élevé qu'avant parce que je pense que les numéros de carte sont modifiés entre le numéro réel du consommateur et le numéro que le marchand reçoit. C'est pas le même numéro, c'est selon ce que tu as dire. C'est encrypté, c'est protégé. Donc, c'est des datas qui sont... Voilà, on ne voit pas le numéro. D'ailleurs, sur les reçus, il n'y a jamais un numéro
de carte complet qui apparaît. Hein. C'est interdit par les codes donc de sécurité actuellement. Vous voyez les cadres des chiffres qui apparaissent et c'est tout. Et alors, justement, comme les organismes de carte de crédit demandent aux merchants d'assurer la sécurité, ils vérifient qu'ils le font. Et donc, une fois par an, il faut répondre à un questionnaire pour s'assurer que les bonnes practices. Le français en train de perdre votre français. Ouais, c'est donc les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques sont appliquées et également les systèmes sont scannés à distance pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de data, de données qui peuvent être collectées par des personnes mal intentionnées. Et donc, nous aidons également nos clients à s'assurer qu'ils suivent bien toutes ces choses et nous voyons avec eux, si vous voulez, nous faisons un peu de support au niveau de la PCI compliance. Donc ça, voilà, pour ce volet sécurité qui est très important, évidemment. Alors, vous avez quand même une bonne proportion de votre clientèle qui vient de l'étranger. Oui, effectivement. Donc, pas mal de sociétés étrangères qui sont présentes sur le marché américain. Donc, vous parlez français tous les jours, en fin de compte. Oui, tout à fait. Pas juste avec votre épouse, là. Je parle ni avec vos enfants, mais... Exactement. Mais okay. Tout à fait. C'est beaucoup d'échanges en français. J'ai des clients italiens aussi, j'ai des clients belges, j'ai des clients anglais, des clients en Europe. Voilà. Mais écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez dire? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas couvert? Ou Alors, on a survolé un petit peu les choses. Après, entrer dans le détail, ça prend quand même un peu plus de temps. Il y a des choses que je n'ai pas abordées. Je vous donne un exemple, l'interchange qui est donc déterminé par Visa Master. Il faut savoir que dans certains cas, ce qui est en B2B, il est possible d'améliorer l'interchange. Il y a ce qu'on appelle différents tiers, en fait, dans l'interchange. Et nous pouvons, de la manière dont nous présentons les comptes, avoir un meilleur interchange. Donc tout ça, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu plus compliqué. Mais il faut, voilà, on n'a pas parlé de tout en détail. Absolument. Mais de l'autre côté, votre présentation, le support PowerPoint sera disponible pour les gens qui écoutent cette vidéo et pour les personnes qui ont besoin d'informations additionnelles, ils pourront entrer en contact avec vous. Nous allons mettre vos coordonnées à la fin de cette vidéo pour toutes les personnes qui désirent vous contacter. Je peux dire une chose, comme on dit en anglais, for full disclosure. Yves, c'est une personne que je connais depuis de nombreuses années et Corpomax lui réfère des clients, parce qu'on a des clients Corpomax a des clients dans 52 pays et on lui réfère des clients sur une base très régulière. Il ne nous verse aucune commission et quand Yves nous réfère des clients, on ne lui verse aucune commission non plus. Alors, on est vraiment indépendant et quand je dirige mes clients vers Yves, je n'ai aucun intérêt financier, mais je sais une chose, c'est qu'ils vont être très, très bien traités parce que Yves, c'est une personne qui suit ses dossiers d'une façon religieuse et qui me demande des fois, est-ce que tu as eu des nouvelles de telle personne avec qui j'ai eu un bon contact et tout. Alors donc, moi, je trouve ça extraordinaire que les gens puissent avoir une ressource francophone sur le sol américain spécialisée dans l'obtention de comptes marchands Visa Mastercard parce que aux États-Unis, si une entreprise n'offre pas ses possibilités de paiement, du moins au niveau des consommateurs, il ne peut pas demeurer en affaires. Ça prend absolument un compte marchand Visa Mastercard pour réussir, parce que sinon, ça peut être très, très difficile. Alors, Yves, ça m'a fait un grand plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on s'était promis
de faire cette présentation. Et là, on a réussi. Hein? On a réussi. Ouais. Et puis, ça m'a fait un grand plaisir. Et puis, on va mettre vos coordonnées pour toutes les personnes, justement, qui veulent vous rejoindre. Vincent, je vous remercie infiniment parce que je pense que c'est important d'avoir l'opportunité de se présenter grâce à vous, j'aurai plus de vues, de vision sur la net. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que, voyez-vous, Yves habite à New York et moi, j'habite à Newark, Delaware. Alors, on est 2 heures au sud de Yves. Vous savez, Newark, Delaware, c'est une toute petite ville qui est 2 heures au sud de New York et 2 heures au nord de Washington, D.C. Mais maintenant, j'ai modifié un petit peu mon langage. Quand je dis ça aux gens, on est 2 heures au sud de New York, 2 heures au nord de Washington, D.C., à 15 minutes de la résidence de Joe Biden. Alors là, à ce moment-là, ça situe un peu les gens sur l'endroit où on est sur la planète. Mais début septembre, mon épouse et moi, on va avoir l'immense bonheur d'aller à New York, notamment rencontrer Yves et sa merveilleuse épouse pour passer du bon temps ensemble. Alors Yves, encore une fois, merci. Et je mets fin à cette interview qui fut fort agréable. Merci beaucoup.